Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Pape Sam. C'est le président du réseau mondial des jeunes innovateurs. Ça s'appelle en anglais Global Youth Innovation Network. Bonsoir, M. Sam. Bonsoir, Antoine. Le Sénégal organise la deuxième édition du sommet de l'innovation des jeunes sur l'agrobusiness, l'entrepreneuriat et le leadership. Quelles sont les visées concrètes d'une telle rencontre? Merci Antoine. Merci aussi pour l'opportunité de présenter GIN, le Global Youth Innovation Network, et aussi parler un peu de YALASI, qui est le Youth Agribusiness Leadership Entrepreneurship Summit. En fait, je dois aussi remercier tout le gouvernement sénégalais et tous les partenaires qui ont facilité l'organisation de cette deuxième édition. En fait, c'est la première édition du YALASI, mais en fait, c'est la deuxième conférence du Global Youth Innovation Network qui est acquise aujourd'hui par le gouvernement sénégalais. L'objectif principal, c'est le Global Youth Innovation, c'est une organisation qui est en train de travailler dans plusieurs pays, disons 100 pays à travers le monde, pour favoriser ou faciliter la création de l'emploi des jeunes à travers les chaînes agricoles. Oui. Donc aujourd'hui, on a décidé vraiment de l'organiser au Sénégal, en fait, pour pouvoir présenter aux Sénégalais, aussi bien que le gouvernement sénégalais, toutes les opportunités de création d'emplois qui existent au sein du réseau GIN. Oui. Au-delà de cela, est-ce que cela signifie que le Sénégal s'est bien illustré dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'agrobusiness et du leadership chez les jeunes? En fait, la première raison, je dois dire, c'est parce que le conseil d'administration de GIN s'est réuni en mai à Washington, aux États-Unis. Et étant donné que les membres sont éparpillés un peu partout à travers le monde, il était suggéré qu'on trouve un endroit, c'est-à-dire un pays, qui est accessible à tous les membres du conseil d'administration. Et voyant la position géographique du Sénégal, fait que 8 heures à 9 heures de vol de Dakar te met dans un autre continent. Donc d'abord, c'était la première raison. La deuxième raison, après avoir discuté avec le ministre de la Jeunesse et d'autres partenaires ici, comme le FIDA et d'autres organisations, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'avancées, il y avait beaucoup d'initiatives. Par exemple, le ministre m'a parlé l'autre jour d'un programme du gouvernement qui fait que le taux d'entrée pour l'obtention des crédits aux jeunes, c'est 6%. Et par rapport à nos programmes dans les autres pays, le taux d'entrée pour l'obtention de crédits des jeunes, ça varie entre 12 jusqu'à 24%. Donc ça veut dire que le Sénégal est un peu en avance sur ce plan par rapport aux autres pays. Oui, je dois dire qu'il y a beaucoup d'avancées. D'après ce que j'ai vu et ce que j'ai appris, il y a beaucoup d'avancées. Et je pense que le Sénégal mérite d'être félicité. Les initiatives venant des jeunes, les initiatives venant du gouvernement, tout n'est pas encore fait, on doit le dire, parce que l'emploi des jeunes, c'est un problème à travers le monde. Et il y a des effets néfastes, comme par exemple en Somalie, on a déjà un programme là-bas. Mais vous voyez ce qui se passe avec El Shabab. El Shabab recrute les jeunes avec seulement $25. Ça, c'est un problème. Il y a une norme à respecter sur ce plan en matière de recrutement des jeunes, tout ça. Est-ce qu'il y a des normes internationales? Oui, bien sûr, parce que je dois retourner un peu en arrière pour expliquer d'abord le contexte de la création de GIN pour pouvoir répondre à ta question. GIN l'idée a été développée à Cartagena en Colombie en 2010. Le problème, c'était qu'il y avait un constat, parce que j'étais invité à une conférence avec d'autres institutions des Nations Unies, et on a constaté que souvent, c'est les experts, les soi-disant experts, qui trouvent et qui proposent les solutions pour la création d'emplois des jeunes. Les jeunes ne sont pas impliqués en tant que partenaires égaux à la table pour discuter. Nous, on s'est rendu compte que les jeunes, ils connaissent leurs problèmes, ils ont les solutions, ils ont la technologie. Mais ce qui les manque, en fait, c'est l'expertise et les ressources. Les moyens de façon globale. Exactement. Oui. Alors, comment le GIN travaille avec les différents pays membres? C'est une très bonne question. En fait, nous, partout dans nos cellules nationales, ou bien au niveau de nos représentations nationales, on travaille avec le gouvernement. Parce qu'en tant qu'institution, institution étrangère, c'est le gouvernement qui a des politiques de développement pour les jeunes. Peut-être tout n'est pas parfait, tout n'est pas satisfait, mais nous, on essaie d'insérer nos programmes dans les programmes de politique de développement national du gouvernement pour pouvoir les accompagner et les appuyer. Alors, le GIN invite les jeunes à développer des stratégies dans les politiques de création d'emplois et d'autosuffisance alimentaire. Mais avec quels moyens réellement? Est-ce que les jeunes ont tant soit peu de moyens pour le faire? Non, en fait, tout le monde sait d'ailleurs que partout dans le monde, le problème
d'accès au financement, c'est un problème aux jeunes. Le problème d'accès à la terre, c'est un problème pour les jeunes. Le problème d'accès aux connaissances, c'est un problème pour les jeunes. Donc pour nous, comme je l'ai dit, nous pensons que vraiment, il y a la disponibilité des ressources parce qu'il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup d'institutions. Mais l'accessibilité de ces ressources, de ces fonds pour les jeunes pose problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des critères. Les banques, c'est des entreprises qui veulent faire de l'argent. Les autres institutions aussi, c'est la même chose parce que c'est pour cela qu'ils ont des taux d'intérêt un peu élevés. Mais les jeunes ont l'initiative. Donc, ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de renforcement de capacité. Et les laisser initier. Et en fonction de ça, on pourrait choisir les jeunes que nous savons, ils sont engagés, ils essaient de le faire. Par contre, il y a d'autres, par exemple, en milieu rural, c'est très difficile de les aider parce que le problème, c'est un problème de temps. Un jeune qui se charge de nourrir sa famille n'a pas le temps d'assister même à une formation. Donc, ça pose problème. Donc, il y a des cas différents par rapport aux jeunes en milieu rural, par rapport aux jeunes en milieu urbain. Donc, oui. C'est vrai que c'est des Et justement, par rapport aux jeunes en milieu rural, est-ce que vous avez pensé la façon dont vous allez les aider, dont vous pouvez les aider? Bien sûr, parce que, en fait, le secteur principal de Djinn, c'est l'agriculture. Nous, on fait de l'agrobusiness. Donc, ce qu'on fait, c'est d'abord, il y a l'accompagnement, il y a les petites subventions, mais il y a l'accompagnement après ces petites subventions. Parce qu'en fait, on ne peut pas donner à un jeune en milieu rural un financement de 25 millions ou bien de quelque chose comme ça. Tu commences d'abord petit. Il y a nos partenaires comme le FIDA, il y a nos partenaires comme Arizona State University, comme Columbia Business School, comme CTA. Nous avons un consortium de partenaires en fonction de leurs compétences et en fonction des besoins des jeunes. Nous développons un partenariat entre ces deux-là. Oui, c'est extrêmement important sur ce plan, ce que vous êtes en train de faire. Dites-nous, alors, si on faisait le bilan de ce que vous avez fait depuis 2011, date de votre existence, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ok. D'abord, il y a notre premier lot de Global Ambassadeurs qui sont maintenant des facilitateurs parce qu'ils ont dépassé l'âge limite de 35 ans. 90% de ces jeunes maintenant ont leur propre entreprise. C'est grâce à l'accompagnement, mais c'est grâce aussi à la formation, c'est grâce aussi au network, c'est-à-dire au réseau que nous avons. Oui. Ça, c'est un. Deux, en fonction de ce que nous avons appris depuis 2011, nous avons développé d'autres programmes. Par exemple, il y a le programme CORI, qui est Creating Opportunity for Rural Youth, en partenariat avec le FIDA, qui est actuellement dans 4 pays et qui marche très fort. Par exemple, au Nigeria, au Bénin, en Gambie et au Cameroun, on est en train de développer 43 000 emplois dans ces pays, grâce à un consortium qui vient du sommet, c'est-à-dire avec Djinn au niveau international, et il y a les partenaires au niveau régional, comme EcoBank, comme Songhai Center, et au niveau de chaque pays, il y a ce qu'on appelle les National Implementing Partners, c'est-à-dire les partenaires d'implantation nationaux qui accompagnent les jeunes et qui deviennent aussi des incubateurs. Les fonds sont transférés, la compétence sont transférées. Donc, après 3 ans, on est actuellement à la 3e année, oui. Il y aura des organisations au niveau de chaque pays, 3 organisations au minimum qui vont continuer à accompagner les jeunes parce que toutes les études ont montré que pour démarrer une entreprise, les 3 premières années sont très difficiles. C'est ce que nous appelons la zone rouge. Et après 4e et 5e, c'est ce que nous appelons la zone jaune. Et à partir de la 6e année, c'est la zone verte et je deviens un facilitateur pour former d'autres personnes. Une organisation comme celle-là, qui regroupe 100 pays, quand on en parle, on ne peut pas parler de coopération. Comment se présente la coopération au sein du Djinn? Ok. Comme je l'ai dit, l'objectif principal, c'était le networking, c'était le besoin de création d'un réseau. Oui. Maintenant, par rapport en Afrique, je vais vous donner des exemples, juste pour répondre à ta question. Au Bénin, par exemple, on avait un jeune entrepreneur qui produisait de l'ananas, des jus. Et en partenariat avec un autre membre en Égypte, ce jeune qui avait démarré avec $10 000, c'est-à-dire 5 millions, maintenant a créé 48 000 emplois parce que le marché béninois de l'ananas est saturé, oui. Mais avec l'exportation et en partenariat avec un autre jeune en Égypte, maintenant le jeune en Égypte a pu aussi créer 10 emplois et oui. Il y a ce partenariat. Il y a un autre jeune en Colombie, Alejandro, qui développe ce qu'on appelle le marimba. Au Sénégal, je pense, on joue le marimba, mais là-bas, c'est comme le balafon. Parce que le son marimba, c'est très connu en Afrique de l'Ouest. Donc on l'a amené au Bénin, il a
juillet devant le président béninois. Et à partir de là, il a développé des relations avec des musiciens béninois, togolais, etc. Et maintenant, il vend le marimba là-bas. Troisième exemple, il y a aussi un autre jeune membre du Ghana, Salomon, qui fait ce qu'on appelle le GIS mapping, c'est-à-dire pour aider avec la géolocalisation des paysans, pour leur dire exactement, pour cette superficie, tu dois produire tant de maïs ou tant de mil. Et à travers ça, il a pu développer un marché au niveau du Togo, du Bénin et du Ghana et du Nigeria à travers le réseau. Donc vous voyez la coopération. Et l'expertise sénégalaise dans tout cela, qu'est-ce qu'on a présenté aux autres pays, nous Sénégalais? Partant de ces exemples que vous venez de citer. Ok. Le Sénégal ne fait pas partie encore du projet CORI, peut-être avec l'expansion, mais la cellule de Jean Sénégal, c'est des jeunes. En partenariat avec le FIDA a accepté de recruter les jeunes comme consultants pour les payer, pour aller dans un milieu rural, identifier les besoins des jeunes. Parce que les jeunes communiquent mieux avec les jeunes. Donc, au lieu de recruter les soi-disant experts ou bien experts comme vous voulez, le FIDA a pu créer de l'emploi pour les jeunes, mais en même temps, les mettre dans des situations d'apprentissage. Donc, ça, c'est un exemple. Et il y a beaucoup de membres de Jean actuellement, comme Aïssatou Padane, comme Wali Diouf, comme d'autres qui sont devenus aussi des entrepreneurs. Wali, comme Diouf, actuellement, c'est le directeur d'un des DAC du PRODAC à Kédougou. Donc, c'est un autre membre. Dernière question. La place de l'Afrique dans le Jean, comment elle est? L'Afrique a une place très importante, mais c'est encore un peu difficile. Et je vais expliquer pourquoi. Les universités africaines ne forment pas vraiment des gens pour l'emploi, des jeunes pour l'emploi. Et les données ont donné que c'est seulement 10% des diplômés des universités africaines qui arrivent à trouver un boulot au niveau du gouvernement. Donc cela veut dire que 90% des jeunes diplômés des universités africaines n'arrivent pas à trouver un boulot, un job. Donc, ce qui fait que la seule option qu'ils ont, c'est l'entrepreneuriat. Mais il y a l'entrepreneuriat en tant que survie et l'entrepreneuriat pour générer des revenus. En Afrique, on a beaucoup plus d'entrepreneuriat dans des situations de survie. C'est-à-dire, je dois nourrir ma famille, je dois prendre soin de mes frères et des sœurs. Donc, ça les met dans des situations très difficiles pour pouvoir générer des revenus. Parce que la priorité, ou bien si par malchance, la famille, quelque chose se passe, tu prends les épargnes, tu les mets là-bas. Donc, mais ce qu'on a comme avantage, 92% de ces jeunes que je dis aussi, c'est de la main-d'œuvre. Et nos terres en Afrique, 2/3 de nos terres ne sont pas utilisées. Donc, si ces jeunes, on arrive vraiment à trouver le coaching nécessaire, c'est-à-dire le mentorat, la formation nécessaire avec nos partenaires comme Columbia Business School, comme FIDA, comme CTA, exemple, l'accompagnement et garantir aux banques que nous pourrons servir de garantie à ces jeunes pour les amener à diminuer le taux d'intérêt, donc parce que le risque de la banque va diminuer, et peut-être participer à un petit fonds de garantie de 20 à 50%, ça va régler le problème. Très bien, merci Pape Sam. Nous sommes au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président du Global Youth Innovation Network. C'est tout pour ce soir. Retrouvez demain membre du BRACAN. Excellente soirée chez vous.